Bonjour à tous. Alors, je suis chargé d'abord de lire un petit mot de la part de Edward Snowden, et puis après je vais parler. Donc là, c'est pas moi qui parle, c'est Ed, comme il nous appelle. Je suis très honoré d'être ainsi reconnu par votre association et je suis fier de partager cette reconnaissance avec les collègues qui ont pris tant de risques pour s'assurer que le public puisse être informé sur des sujets aussi cruciaux que la guerre et la paix. J'exprime ma plus profonde solidarité envers Chelsea Manning qui vient d'être emprisonnée pour la seconde fois parce qu'elle a choisi de vivre pleinement ses valeurs, et envers Sarah Harrison qui a mis en péril sa propre liberté pour préserver la mienne. À cet instant, alors que nous sommes réunis dans cette salle, Julian Assange croupit dans une cellule, attendant une extradition au terme de laquelle il sera poursuivi comme un criminel pour avoir publié des informations vérifiées et fiables. Glenn Greenwald fait face à des accusations douteuses de cybercrime pour avoir révélé une corruption au plus haut niveau du gouvernement brésilien. Ces charges criminelles ont pour objet de dépeindre auprès du grand public le journalisme d'investigation comme une conspiration criminelle envers l'État. À chaque époque, le travail journalistique le plus essentiel est précisément celui que les gouvernements s'acharnent à faire taire. Ces persécutions témoignent que ces gouvernements, même démocratiques, sont prêts, et s'ils en ont les moyens, à enrayer le travail de la presse. Il dépend de nous qu'échouent ces atteintes à l'encontre des journalistes de leurs sources. Et il dépend de nous qu'un jour, pas trop lointain, nous nous retrouvions tous ici, en chair et en os, dans cette salle. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, c'est moi. Dans un texte publié en 1986, Jacques Derrida avance qu'il y a des moments de l'humanité où des individus ou des situations particulières en viennent à incarner quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Ils incarnent ce qu'il appelle le destin de l'humanité, le tout du monde. Une situation dans laquelle chacun sent qu'il en va de la gouvernementalité générale, de l'économie des forces à l'œuvre dans le monde, et à laquelle chacun d'entre nous est malgré soi exposé. Derrida affirme, alors qu'il écrit ce texte en 86, que celui dont la vie synthétise ce tout du monde, c'est Nelson Mandela. Il mentionne aussi ce qui se passe en Palestine, Israël. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, autour des figures que nous honorons, Edward Snowden, Chelsea Manning, Sarah Harrison, Julian Assange, représente ce type de situation où le destin de l'humanité est en jeu. Le sort de ces 4 individus est aussi important et devrait susciter la même indignation mondiale que celle de Nelson Mandela. Il en va aussi dans ce combat de la protection de la vie et de la mise à mort, comme vient de le dire Edward Snowden, de la guerre et de l'État, de la vie privée et de l'exposition au pouvoir, et de ce que l'on appelle parfois la démocratie. Le texte de Derrida s'appelle « Les lois de la réflexion », car ces moments où une situation spécifique en vient à synthétiser des forces globales sont souvent des situations où une tradition se retourne contre elle-même, où tout le monde utilise les mêmes mots et les mêmes valeurs, se revendique de traditions identiques, en sorte que le conflit produit une autodestruction de la culture habituelle et instituée qui oblige à réinventer les fondements et les pratiques. On le sait, Nelson Mandela était avocat, et il a utilisé la tradition du libéralisme occidental pour combattre ses oppresseurs qui eux aussi se revendiquaient de l'Occident. N'est-ce pas exactement une situation identique qui se déroule sous nos yeux, où les 4 figures auxquelles nous rendons hommage se revendiquent des mêmes valeurs que les gouvernements qui les menacent, celles du droit, de la démocratie, du respect de la loi. Comme vous le savez, il y a une différence notable entre Snowden, par exemple, et Julian Assange. Assange a eu une sensibilité un peu comme moi, libertaire, anarchiste. Il a toujours exprimé une forme d'opposition par rapport à la raison d'État, alors que, comme il le raconte dans ses mémoires, et comme il suffit d'écouter ou de le lire pour le savoir, Snowden est plutôt un conservateur. C'est quelque chose de très classique chez les lanceurs d'alerte, car ce sont par définition des individus plutôt conformistes à la base. Ils sont intégrés au système, ils croyaient au système, c'était pareil pour Chelsea Manning. Dans ses conférences, Snowden ne cesse d'employer des mots ou des concepts extrêmement classiques, peut-être même conservateurs, mais paradoxalement, c'est ce conservatisme axiologique qui le pousse à se trouver dans une position de frontalité par rapport à ce qu'on appelle l'ordre démocratique libéral et aux gouvernements qui sont censés représenter ces valeurs. Et voilà alors la question qui se pose à nous. Est-ce que le destin de ces individus ne montrerait pas que nous arrivons aujourd'hui à la fin d'une certaine histoire de la démocratie, c'est-à-dire à un moment où toutes les valeurs sont en crise? Nous ne pouvons que très difficilement défendre ces figures en invoquant les valeurs de l'état de droit, puisque ce sont précisément des États qui se réclament de ces valeurs qui les persécutent. L'emprisonnement de Assange est légal et conforme à l'état du droit. La torture de Chelsea Manning et son nouvel emprisonnement sont légaux. La menace de la prison pour Snowden et la privation par les tribunaux américains de son droit de percevoir les droits d'auteur de son livre sont fondées légalement. Et ces décisions sont rendues non pas par des gouvernements, mais par des magistrats que nous disons indépendants et dont nous battons souvent pour protéger l'indépendance.
Nous pouvons avoir des interprétations différentes, mais cela est le cas dans à peu près tous les débats judiciaires qui se passent tous les jours devant les tribunaux. Nous ne nous situons pas ici dans un état d'exception, mais dans une manifestation de l'état du droit dans les démocraties. On voit par exemple comment l'état de droit n'a pas du tout aboli la problématique de l'arbitraire souverain, comme on le dit parfois, quand on constate qu'avec les mêmes lois, les États-Unis avaient pu décider de ne pas poursuivre Assange sous Obama, alors que maintenant ils le menacent de plusieurs centaines d'années de prison. Autrement dit, nous arrivons aujourd'hui à un moment politique assez terrifiant parce que nous ne savons pas vraiment encore sur quelles valeurs fonder nos pratiques de résistance. Par exemple, on l'a beaucoup utilisé aujourd'hui, mais nous devons nous méfier de notre utilisation de la catégorie de crime et de l'égalité. Mettre en question les crimes ou les illégalismes d'État est efficace, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi sans doute des illégalismes de notre côté, que la frontière n'est pas claire, et que par conséquent nous devons fonder peut-être nos actions et nos critères sur d'autres modalités. L'une des questions essentielles que pose les lanceurs d'alerte, c'est la problématique du hors-État. Est-il possible de créer un régime du discours qui ne soit pas préalablement préconstitué par l'État, qui à la fois puisse échapper à l'État et s'opposer à lui? De la même manière que l'illustratrice Spivak se posait la question de savoir si les subalternes peuvent parler, on peut se demander si les anarchistes, si celles et ceux qui veulent combattre l'État peuvent parler. En fait, avoir la possibilité de dire la vérité à l'État exigerait qu'il existe quelque chose comme un dehors de l'État qui nous protège de l'État. Si Edward Snowden est obligé de résider en Russie, c'est parce qu'aucune instance internationale ne peut le protéger des forces étatiques. Snowden, Assange, Harrison et Manning me semblent devoir être les points de départ d'une régénération de quelque chose comme une communauté internationale, de quelque chose qui protège les prises de parole qui se situent au-delà des États. Qu'est-ce que serait une citoyenneté de l'ONU, par exemple, dont pourraient bénéficier des individus qui sont en frontalité avec la raison d'État? Je préfère ne pas avoir de pays que de ne pas avoir de voix, a dit une fois Edward Snowden. Quand on pense à la scène que nous racontait Annie, où Sarah Harrison est allée chercher Snowden à Hong Kong avec l'aide de Wikileaks, on a vu se mettre en place ici une sorte d'alliance cosmopolite contre les raisons d'État, et peut-être cette scène telle la forme contemporaine de l'idéal marxiste de l'international. Je conclus. Que soit remis à Snowden et à ces trois figures une distinction universitaire ou à connotation universitaire, a selon moi d'autant plus de sens que en fait, leur projet s'inscrit dans le projet de l'univers académique. Très souvent, en effet, on compare les lanceurs d'alerte à des journalistes, et je crois que cette comparaison est fausse, et j'y reviendrai juste à la fin. En fait, il me semble que nous pouvons remarquer tous les jours sont distribués à l'université des doctorats d'histoire à des gens qui ouvrent les archives de l'État et qui nous apprennent la vérité sur les pratiques gouvernementales. Il y a quelque chose de bizarre avec l'État ou l'archive, car tout se passe comme s'il fallait attendre 100 ans, comme s'il fallait attendre d'être mort, et que des historiens ouvrent les archives pour que nous puissions enfin savoir la vérité du monde dans lequel nous vivions et des logiques qui nous gouvernent. L'histoire est cette discipline qui montre l'écart entre la réalité telle qu'elle était perçue par les contemporains et la réalité des tractations et des phénomènes gouvernementaux. Selon moi, en ouvrant la boîte noire de l'État, les figures comme Snowden posent la question de savoir pourquoi nous devrions attendre d'être morts pour savoir la vérité de nos États. Ils travaillent en ce sens un peu comme des historiens du présent, qui ouvrent dès aujourd'hui les archives de l'État et permettent d'accéder à la connaissance. C'est donc bien un projet en rapport avec le concept de connaissance, d'archives, de vérité qui est en jeu, et qui en font des figures éminemment académiques. Et je conclue par ce dernier mot. Je sais bien que beaucoup des enjeux qui tournent autour de ce qui se passe sur Wikileaks ou de Bloomberg maintenant posent la problème de la presse, du secret des sources et de la capacité des journaux à publier des informations secrètes. Mais dans le même temps, je pense qu'il faut se méfier de la tendance à assimiler la figure du lanceur d'alerte à la figure du journaliste. Wikileaks, par exemple, s'est historiquement constitué dans le cadre d'une critique radicale des pratiques institutionnelles du journalisme, des censures qu'il opère dans l'accès aux documents et à l'espace public. On se souvient des critiques très dures de Assange contre le traitement médiatique des Panama Papers. D'autre part, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte ne sont pas des journalistes, ce sont peut-être des sources. Je parle de cette question car je voudrais conclure en parlant d'imaginaire. Il existe aujourd'hui dans la gauche une sorte de retour un peu étrange à la croyance dans le journalisme comme pratique positive, comme horizon fantasmatique, comme image de soi valorisante, comme si être journaliste était une activité dotée de valeur. Alors cette pratique a toujours été considérée par la théorie critique comme une des formes d'exercice de la censure et de propagation des idéologies dominantes. Le devenir journaliste, c'est pour un sujet un devenir témoin et passif, et c'est une étrange manière de se définir quand on s'inscrit dans le camp progressiste. Pour moi, la figure du lanceur d'alerte pourrait plutôt à la figure active. Aussi, il faut dire une figure trouble qui renvoie à la figure de celui qui, dans une institution, agit contre l'institution. C'est la figure de l'action directe, de l'infiltré, du saboteur. C'est le pouvoir s'acharne sur les lanceurs d'alerte alors qu'il ne s'acharnait pas aussi violemment contre les journalistes, on pense à Valérie Lesberg par exemple. C'est bien parce que c'est une figure plus dangereuse et plus sulfureuse. Les lanceurs d'alerte sont peut-être encore des figures inconnues et il faut veiller à ne pas les domestiquer en les assimilant aux formes connues de la politique et de la vie, à travers des valeurs trop consensuelles, pour au contraire en démultiplier l'étrangeté et la capacité de contestation. C'est pour moi à honorer cette émergence de l'inconnu inquiétant dans le présent, cette réouverture de l'histoire politique, que contribue aujourd'hui la distinction accordée à ces quatre figures. Sur le chemin vers ce palais, nous avons parlé avec
de philosophie française. Et il m'a dit beaucoup aimer Michel Foucault, et notamment son travail sur la folie. Et je voudrais conclure en citant un vers de René Char, que Foucault aimait la citer, et qui me semble être une parfaite illustration de l'éthique que les lanceurs d'alerte adressent à nous aujourd'hui. Donc ça c'est pour moi, ça René Char. Compagnons pathétiques, qui murmurez à peine, allez la lampe éteinte et rendez les bijoux, un mystère nouveau chante dans vos os,